Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Louise Bescon. Louise Bescon est relieuse d'art, une des seules en Europe à maîtriser la quasi-totalité des 70 étapes de fabrication d'une reliure d'exception. Son atelier de Bruxelles voit passer les plus beaux manuscrits, les éditions originales les plus rares. Les collectionneurs la connaissent et lui confient leurs trésors. Les formations à ce métier se raréfient, les maîtres également. Alors Louise, avec ses yeux immensément bleus et sa joie de vivre irradiante, porte l'héritage et la responsabilité d'un métier d'art qui disparaît. Bonjour Louise Bescon. Bonjour Raphaël. Elle a commencé comment votre vie d'artisan, votre vie créative ? Alors, je commence petite ou... Petite, enfant. Est-ce que déjà vous fabriquiez des choses ? Est-ce que vous travailliez la matière petite ? Oui, j'étais une enfant très créative. Je dessinais beaucoup, je bricolais beaucoup. Je faisais beaucoup de choses avec mes petites mains. J'ai été très encouragée à la fois par ma maman, qui, elle, faisait beaucoup de choses aussi. Elle est professeure à la retraite. Elle a fait de la copie d'anciens, de la peinture, du dessin, et donc elle en faisait à la maison. D'accord. Et moi, très souvent, je la regardais faire, et puis j'en ai fait un peu avec elle aussi. Et aussi avec mon grand-père qui était orfèvre, ouvrier à domicile. Et d'ailleurs, il faisait des fermoirs de sacs et des boucles de ceinture pour Hermès. Et puis à côté, il avait un travail créatif un peu pour lui aussi. Donc oui, je dirais que ça a commencé à ce moment-là. Votre famille était à Bruxelles ? Non, moi je suis parisienne d'origine. Je suis née en région parisienne. Parce que là, on est à Bruxelles dans votre atelier, c'est pour ça que je demande. Oui, en fait, le fait que je sois à Bruxelles, en fait, ça vient de mon parcours d'études. C'est-à-dire que j'ai fait un bac général avec une option art plastique et moi je me destinais pas spécialement à travailler dans les métiers d'art, mais mon professeur nous a poussé à passer les concours d'entrée pour les arts appliqués, pour les mises à niveau, et j'ai passé le concours d'entrée pour l'école Duperret. J'ai été prise, du coup je me suis retrouvée en mise à niveau à Duperret. Je me suis pas beaucoup épanouie dedans d'ailleurs, et du coup j'ai fait les portes ouvertes des différentes écoles, et c'est là que j'ai découvert l'école Estienne où j'ai fait les 2 ans du DMA. Et après ça, comme je voulais vraiment... DMA, diplôme des métiers d'art. C'est ça, voilà. Et quand j'ai eu mon DMA, je savais que je voulais faire de la reliure de création et que pour ça, il fallait un bagage technique solide que j'avais pas après 2 ans uniquement de formation à l'école Estienne. Et mes professeurs m'ont parlé de la Cambre à Bruxelles, l'école des arts visuels, dans laquelle il y avait un master de reliure où on pouvait encore faire 5 ans d'études, et j'ai obtenu l'équivalence de mon diplôme et je suis arrivée ici en 2005 et j'ai été diplômée en 2008 et puis du coup je suis restée. D'accord. Ouais. Et pourquoi la reliure d'art, reliure de création on dit, c'est ça ? Oui, alors on peut dire reliure de création, reliure d'art, ça dépend, il n'y a pas de terminologie. Mais comment ça s'est passé cette rencontre avec ce métier-là ? Pourquoi ? C'était un pur hasard, en fait, comme souvent, j'imagine, dans la vie des créateurs. Donc, j'étais étudiante en mise à niveau en art appliqué à Duperret. J'étais très malheureuse parce que j'étais entourée par des garçons et des filles qui voulaient faire du stylisme ou de la création textile, et moi, ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, j'ai fait le tour des écoles d'art appliqué à Paris en me disant, bon, qu'est-ce que je peux faire après cette année de mise à niveau ? Où est-ce que je postule pour faire une formation ? J'ai été à Boulle, d'ailleurs, et arrivée à l'école Estienne où je venais plutôt pour voir la gravure ou l'illustration, de manière assez illusoire parce que j'avais pas un très bon niveau en dessin et que c'est des formations qui sont très très demandées. J'ai vu reliure, dorure, je me suis dit c'est incroyable, c'est des vieux métiers, ça existe encore. Et je suis rentrée dans l'atelier de reliure
Et au moment des portes ouvertes, ils exposent les livres de diplôme des années précédentes. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre. C'est-à-dire que j'ai vu ces livres qui étaient un vrai travail artisanal avec un savoir-faire, qui sont tous des objets d'art uniques, avec une création qui peut être très plastique, très graphique, en lien avec la littérature. Et je me suis dit, c'est pour moi. C'est ça que j'ai envie de faire. Vous étiez une littéraire, vous lisiez à l'époque ? Oui, depuis que je sais lire. Et puis pareil, j'ai été très encouragée là-dedans par ma mère. J'ai toujours eu beaucoup de livres illustrés, étant petite et même plus grande. J'ai fait un bac L. D'accord. Oui, ça faisait partie de ma vie depuis longtemps. Et donc, trouver un métier qui allie à la fois le fait d'être créatif avec ses mains, de s'inscrire dans un savoir-faire patrimonial, ce qui me touchait beaucoup aussi, parce que petite, je me souviens, on a passé une partie de mon enfance en Normandie. Et il y avait un festival des métiers d'art dans un petit village qui s'appelle Ambly. Et je me souviens d'avoir vu des souffleurs de verre et des batteurs d'or. Moi, j'ai toujours eu une fascination pour les métiers d'art. Et donc, trouver un métier d'art en lien avec la littérature, avec la créativité, la plasticité, vraiment, je me suis dit, c'est pour moi. En fait, c'est ça que je veux faire. Et j'avais 19 ans et c'est une grande chance, en fait, de découvrir le métier aussitôt. Après, ça n'a pas été forcément facile, parce que je me souviens que dans cette première année de reliure, je me suis rendu compte déjà que c'était très difficile, c'était extrêmement exigeant, que j'avais pas forcément, même si j'étais assez appliquée, les capacités pour être très très bonne tout de suite sans effort. Et il a vraiment fallu que je décide de me dire ok, donc c'est une montagne à gravir, mais on va y aller un pas après l'autre. Et en fait, du moment où je l'ai vraiment décidé, j'ai su que je voulais pas... Parce qu'il y a plein de manières différentes de pratiquer ce métier-là, comme plein d'autres artisanats. D'ailleurs, moi, je fais souvent le parallèle avec l'ébénisterie parce que c'est un métier qui est plus connu du grand public. C'est-à-dire, on peut faire de la restauration, on peut faire de la copie d'anciens, on peut travailler en petites séries, c'est-à-dire on va tout faire à la main, mais on va faire des petits groupements. Et une toute petite partie des artisans va à la fois décider à avoir la chance de pouvoir pratiquer son métier en ne faisant que des pièces uniques, que de la création. Un peu comme de la haute couture. C'est ça, et ça c'est votre cas. Et moi c'était ça que je voulais faire. Ouais. Je m'étais dit c'est ça que je ferais et je ferais rien d'autre. Je ferais pas de restauration, je ferais pas de copie d'anciens. Et si ça ne marche pas, je ferais autre chose. Ouais. D'ailleurs quand j'ai rempilé pour 3 années supplémentaires à la Cambre, c'était vraiment ça, je me disais, ok, c'est un métier qui est peut-être presque moribond, c'est-à-dire que les gens qui faisaient de la reliure de création dont on entendait parler, qui sont un peu connus dans le milieu, c'était plutôt des gens âgés. On n'arrêtait pas de nous dire, surtout les professeurs à la Cambre, que les clients étaient vieux, qu'il n'y avait plus de clients, que non. Moi, je me disais, bon, peut-être que c'est foutu, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas de travail, peut-être que je ne pourrai jamais en vivre. Mais s'il y a une place à prendre, je veux qu'elle soit pour moi. Et si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et d'ailleurs, je m'étais dit, peut-être je ferais de la gainerie, en fait. Parce que c'est un peu le même genre de matériaux, un peu le même genre de savoir-faire. Et j'aurais pas beaucoup à apprendre. Alors justement, sur cette montagne, techniquement, racontez-nous, c'est quoi ce métier ? C'était quoi la montagne à gravir ? Qu'est-ce qu'il a fallu apprendre ? Des mots, des outils, de la technique, des mots que je comprends pas, je veux tout entendre. Alors, il y a 2 aspects dans le travail du relieur de création. Il y a bien sûr l'aspect créatif, qui est ce qu'on voit au premier abord et qui est très important, l'esthétique, les matériaux qu'on va utiliser pour la couvrure, les cuirs précieux, les papiers jolis, les dorures, les couleurs, etc. Mais en fait, tout ça, c'est la portion congrue du travail. Ce qui fait vraiment la qualité du travail, en dehors de l'esthétique, c'est le travail technique. Et dans le cas de la reliure ultra soignée, qu'est la reliure de création, il faut compter 60 à 80 heures pour faire une reliure, pour faire un livre. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des objets qui sont déjà des objets finis, des livres qui sortent de chez l'imprimeur. C'est-à-dire que je n'écris pas, je ne dessine pas le contenu. Le livre est fini. Il a d'ailleurs très souvent une brochure mécanique.
et une couverture en papier. Et moi, je commence par désosser ce travail-là et par refaire toute une structure, toute une architecture. Et ce qui est compliqué, c'est que, encore une fois, c'est comme un ébéniste, c'est-à-dire que il faut que les formes soient jolies, il faut que les proportions soient belles, mais il faut que ce soit solide, parce que c'est un objet qui a une fonction. Il y a un intérieur, un extérieur, il y a une mécanique du livre, et il faut que ça se tienne. Et c'est très compliqué d'avoir... Comme c'est une succession d'étapes, on a une 60aine d'étapes différentes. Si on fait une bêtise au début, qu'on ne considère pas forcément comme une bêtise, on la paye. On la paye longtemps après. C'est-à-dire qu'une couture qui est trop montée avec un fil qui est trop épais ou pas assez, on va se traîner le problème jusqu'à la fin, à l'endossure, à la passure en carton, jusqu'à la presse de finissure. Quand on a tout terminé, on va avoir un livre qui est beaucoup trop rond, qui est beaucoup trop plat. On n'arrivera jamais à faire sortir la matière nécessaire, ce qu'on appelle le mort, pour loger l'épaisseur du carton. Et donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Sachant en plus qu'on travaille des matériaux qui sont très différents, il y a beaucoup d'histoires de collage qui sont compliquées à gérer, c'est-à-dire à la fois la qualité des adhésifs, les temps de séchage, équilibrer les collages entre l'intérieur et l'extérieur pour que le galbe soit joli. Et puis, des travails de collage, de ponçage, plein de petits outils à maîtriser. Bien sûr, le travail du cuir, avec des lames très affûtées, qui demandent d'avoir la main à la fois très douce et très sûre. Et en fait, c'est comme plein de métiers d'art, il n'y a que par la répétition qu'on parvient à obtenir quelque chose qui commence à être satisfaisant. Et on dit souvent il faut 10 000 heures, et en fait, moi, c'est à peu près ce qu'il m'a fallu pour commencer à avoir quelque chose de correct. Et donc, il y a encore des clients qui comprennent, qui voient ce travail invisible? Alors oui, mais même avant ça, moi je sais que quand j'ai commencé à pouvoir vivre de mon travail, je trouvais ça fou qu'il y ait encore des clients qui soient petit 1, capable de comprendre que le livre peut être un objet de collection, et donc qui achètent des livres de collection pour plusieurs milliers d'euros, de dire ok, ce livre qui n'est qu'un objet en papier et qui n'a de collection que le fait qu'il soit le tirage de tête, l'édition originale avec un numéro sur 50 ou sur 100, fait que ce livre vaut plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Déjà, je trouvais ça fou. Et puis qu'en plus, ils acceptent de prendre le risque de confier ce livre à un relieur qui, en gros, va tout casser pour tout refaire, avec en plus un travail de décor dessus. Je trouve ça absolument incroyable. Après, c'est vrai que dans la masse de ses clients, tout le monde n'a pas forcément l'œil ultra affûté. Et ça, c'est aussi la responsabilité des artisans d'éduquer l'œil, parce que finalement, quand on a envie, et c'est mon cas, de faire toujours mieux, et il n'y a que comme ça vraiment qu'on progresse, au final, quand je termine un travail, même si je peux en être satisfaite, et quand je le livre, j'estime que je suis satisfaite du travail, sinon je ne le rendrai pas, malgré tout, je ne vois que ce qui ne va pas. Et ça, c'est important malgré tout de se rendre compte qu'il n'y a que l'artisan qui peut avoir un regard aussi affûté, même si on aimerait que tout le monde puisse avoir l'œil aussi aiguisé et apprenne à faire la différence entre une reliure qui est bien, une très bonne reliure et une reliure d'exception. Je comprends. Et on peut parler de budget, ça coûte combien une reliure d'exception? Ça commence à 5 000 euros, c'est ça? Alors ça dépend du type de structure, en fait. Selon si on fait une reliure souple ou une reliure vraiment classique dans la grande tradition française qu'on appelle 5 ficelles, qui est une reliure cartonnée, c'est pas le même prix. Une reliure souple, ça peut commencer à 2 500, 3 000 euros. D'accord. Et ça peut se faire sur des formats grands, des formats petits, des formats épais, ça dépend. Une reliure cartonnée, passée en carton, 5 ficelles, ça commence à 5 000 euros. Ouais. Donc bien évidemment, on fait pas ça sur n'importe quel type de livre. Bien sûr. Et idéalement, si le collectionneur a un peu de vision vis-à-vis de la gestion de sa collection, on dit en général qu'il faut que le prix du livre soit équivalent au prix de la reliure. D'accord, je comprends. Donc ça donne une idée des moyens qu'il faut pour pouvoir créer une collection comme ça, même si on a des gens qui sont pas riches à millions et qui sont juste des passionnés qui partent jamais en vacances pour pouvoir se payer des reliures. Incroyable. On en connaît. Alors, on est allé très vite et on n'a pas parlé des maîtres. Est-ce qu'il y a eu un apprentissage, un maître qui vous a marqué? Alors oui, j'ai eu plein de maîtres parce qu'on ne se fait pas tout seul, ça n'existe pas. Je dirais que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu des maîtres multiples,
très progressif, c'est-à-dire que mes professeurs à l'école Estienne, Odile Doué pour la reliure et Claude Ribal pour la dorure, c'est mes premiers maîtres. C'est-à-dire que même si on n'avait pas le temps de se tromper, justement, c'est le problème de ces formations en 2 ans qui sont très rapides, c'est qu'on n'a pas le temps de se tromper, et donc l'apprentissage est très condensé. Malgré tout, d'avoir en permanence leur disponibilité, leur expérience, leur savoir-faire et la possibilité d'expérimenter au sein de l'école avec les matériaux et les machines qui étaient mises à disposition, c'était très précieux. Bien sûr. Après, il y a eu Liliane Gérard, qui était ma professeure à la Cambre, très connue du milieu de la reliure en Belgique, parce que c'est l'héritière d'une... Il y a des espèces de lignées de relieurs. Ah oui ? Ça. Oui, il y a les grands relieurs français. Et puis en Belgique, en fait, l'école belge a été fondée par Vladimir Tchekeroul, qui lui-même a eu une élève qui s'appelait Micheline de Belfroy, qui a été la professeure de ma professeure. Ça, c'est quelque chose de fantastique, mais je pense que c'est pareil dans tous les métiers d'art. C'est les grandes histoires des ateliers, comment étaient les professeurs et tout. Donc moi, j'ai été élève 3 ans de Liliane Gérard, et c'était très précieux parce que l'atelier à la Cambre, c'est pas du tout comme l'atelier à l'école Estienne, c'est un tout petit atelier. On était très très peu nombreux, c'était presque du cours particulier, tellement on était peu nombreux. L'atelier était ouvert en permanence, et comme moi je suis arrivée en 4e année, on avait presque plus de cours généraux, et donc en fait je m'étais arrangée avec le gardien de l'école et je pouvais faire du 8-18 tous les jours même si la prof était pas là. Et Liliane, même si elle a jamais vraiment travaillé comme professionnelle dans un atelier extérieur avec vraiment cette expérience d'un atelier qui tourne et de sortir des dizaines de reliures par an et tout, elle avait ce regard ultra aiguisé, et en fait avec elle j'ai appris à regarder, j'ai appris à voir, et apprendre à voir, c'est le premier pas pour commencer à être capable de faire. C'est-à-dire, elle m'a fixé un horizon de raffinement du détail et d'aller chercher la petite bête et de jamais se contenter de quelque chose qui est juste dégrossi. Voilà, et donc quand je suis sortie en 2008, j'ai commencé à travailler sur cette base-là. Mais même si j'ai beaucoup galéré quand on commence à travailler tout seul, c'est vraiment difficile. Arriver au bout de, que je dise pas de bêtises, arrivé en 2013, 2014, j'ai vu que malgré toute l'énergie que je mettais dans mon travail et le fait que j'avais la chance qu'on me confie du travail et donc de pouvoir m'exercer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, même si j'avais fait beaucoup de progrès, il y avait des écueils techniques dans lesquels j'étais coincée. J'étais comme la roue dans l'ornière et puis j'arrivais pas à en sortir. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un espèce de miracle et que j'ai rencontré mon dernier maître, et qui compte pas pour peu. En fait, quand j'étais étudiante à l'école Estienne, en toute première année, et qu'on avait nos cours de dorure avec Claude Ribal, la dorure, c'est très, très ingrat. Et on commence par tirer des filets, donc avec un petit fer en bronze qu'on appelle une palette, qui est droit, sur des faux dos en bois qui sont gainés de tirer cuir. des filets, ça veut dire tracer des lignes Voilà, droites. on trace des lignes droites, empilées les unes au-dessus des autres, comme on tracerait des lignes à la règle. Et donc, on brûle, c'est de travers, on double les traces, enfin, c'est horrible. Et c'est une école de l'humilité, c'est assez violent. Et alors, bien évidemment, on a 19 ans, il fait beau dehors, et on râle. Et Claude Ribal, qui lui-même a été élève à l'école Estienne et qui sait bien à quel point c'est ingrat et difficile, pour nous motiver, il nous disait « mais c'est des gammes et en fait ça sert après à faire des décors en reliure et du titrage et les mosaïques ». Et pour nous motiver, il nous a sorti, il a comme ça dans l'atelier des petits carnets en plastique dans lesquels on glisse des photos, vous voyez ? Ouais. Et c'est des photos des reliures sur lesquelles lui, il a travaillé en tant que professionnel avec des décors hallucinants. Et les choses les plus incroyables, les plus folles, les boîtes les plus délirantes, les défis techniques les plus importants, il disait toujours « Ah, ça c'est le travail de Renaud ». Et Renaud, c'est Renaud Vernier. Et moi j'avais 19 ans et je me disais « Un jour je ferai de la reliure de création ». Un jour, c'est Claude Ribal qui titrera mes livres, et un jour, je ferai un stage chez Renaud Vernier. Et quand je suis sortie en 2008 et que j'ai commencé à travailler vraiment comme professionnelle, j'ai contacté mon ancien professeur de l'école Estienne en lui disant « Monsieur Ribal, c'est Louise Bescon, est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Mais bien sûr, puisque c'est un homme charmant. « Est-ce que vous accepteriez de titrer mes premiers livres de professionnel ?» Oui, alors il m'a reçue chez lui, il a regardé mes livres, et je me souviens, la première chose qu'il m'a dite, c'est « Ah là là, quel dommage que Renaud ne travaille plus, parce que sinon je t'aurais obtenu un stage chez lui. »
Et je me suis dit, c'est la vie, des fois c'est comme ça, la vie, on arrive trop tard, les choses font que ça se fait pas, et c'est comme ça. Donc j'ai continué de travailler, d'apporter mes livres à Claude Ribal quand il fallait les titrer. Et lui, en fait, qui est un très fidèle ami de Renaud Vernier, il n'a pas lâché l'affaire, en fait. Et pendant des années, il a continué de manière assez ponctuelle, quand Renaud venait à Paris, puisqu'il est à côté d'Aix-en-Provence, à lui montrer mon travail en disant « T'as vu, la petite, elle travaille, elle se débrouille, mais t'as vu, il y a des trucs qui vont pas, nanani, nanana. » Jusqu'à ce jour, en 2015, où j'appelle Claude pour lui confier du travail. Il me dit « Mais attends, je te passe quelqu'un. » Et il me passe Renaud Vernier. Il dit « Bon, mais est-ce qu'on se rencontrerait pas ?» Je dis « Bien sûr. » Et on s'est rencontrés dans l'atelier de dorure à l'école Estienne. J'étais venue avec une reliure qu'il a complètement démonté, ce en quoi il avait tout à fait raison, en disant « Non, mais si, c'est bien, mais tu vois, ça va pas, et ça va pas. » Il me parlait chinois, je comprenais pas de quoi il me parlait. Il m'a dit « Bon, il faut que tu viennes, est-ce que tu veux venir faire un stage à la maison ?» Je dis mais bien sûr. Donc il a fallu discuter des tarifs, des dates, etc. Parce que bien évidemment, un savoir-faire comme ça, c'est pas gratuit. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Renaud Vernier est maître d'art. Il a été nommé par le ministère de la Culture maître d'art en l'an 2000, si je dis pas de bêtises. Et il n'y avait pas eu de maître d'art en reliure avant lui, en fait. Et d'ailleurs, il me racontait il a été longtemps courtisé par le monsieur du ministère qui voulait que ce soit lui, et puis que finalement le mec avait pris le train en lui apportant les papiers pour lui faire signer. Et il a eu une élève de maître d'art d'ailleurs, mais en fait cette élève a arrêté de travailler, c'est-à-dire qu'elle a suivi la formation et qu'elle a arrêté de travailler. Donc une transmission qui n'a pas abouti. Voilà, et je pense qu'il y a eu une forme de déception et de frustration de son côté de dire... C'est un savoir-faire énorme. Lui-même, il a eu des grands maîtres français qui ont parfait sa formation et que, en fait, après lui, il n'y aurait plus personne. Et en fait, j'ai pas travaillé longtemps chez lui. J'ai fait 3 fois une semaine dans son atelier chez lui à Aix. Mais on n'a pas fait semblant de bosser. On était de 8h le matin à 8h le soir, 7 jours d'affilée. Et le soir, je prenais mes petites notes dans la cuisine et tout, et lui, il s'endormait sur le canapé. Je pense qu'on était bien fatigués tous les deux. Mais ça a tout changé, en fait. Ça a été magique. C'est-à-dire que mon maître, c'est lui. Et ce que je sais faire aujourd'hui, oui, c'est le fruit de mes 5 années d'études, 2 ans à Estienne et 3 ans à la Cambre. Mais en fait, lui, il a nettoyé, il a élagué ce que j'avais appris à l'école. Il m'a remis les pendules à l'heure et il m'a donné confiance en moi. Et ça fait une différence. Enfin, quand je vois les reliures que je faisais en 2015 et celles que j'ai sorties en 2016 en sortant de chez lui, mais c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il a redressé plein de micro-détails et c'est tous ces micro-détails qui ont fait la différence. Et qui vous ont donné de l'assurance technique pour permettre d'exprimer plus de créativité, peut-être ? Alors certainement. Aussi, d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à me faire connaître, j'ai une exposition de mes reliures qui a été organisée à la librairie Nicaise, boulevard Saint-Germain. Et il faudra que je parle de cet ange gardien-là aussi, Pierre Waluzanski, qui m'a fait confiance dès le départ. J'avais souvent la critique, on me disait « Ah, c'est sombre », parce que je travaillais avec des cuirs sombres, avec des gris, des noirs, des bruns, éventuellement des rouges. Il y avait déjà beaucoup d'or, d'argent, parce que ça fait vraiment partie de mon univers. Mais c'est vrai que c'était assez sombre. Et en fait, c'est quelques années après, en écoutant la radio, j'entendais quelqu'un qui parlait du travail de Gauguin et comment Gauguin disait que dans ses premières années, il considérait qu'il avait fait des peintures patatoïdes. Parce qu'en fait, il travaillait qu'avec des bruns, des crèmes, des terres de cyanure brûlée, des noirs et tout, et qu'il avait fallu s'approprier sa technique pour s'autoriser à faire des choses différentes. Et moi, j'ai vraiment cette impression-là vis-à-vis de mon travail. C'est-à-dire que pour se sentir totalement libre d'une expression graphique et plastique, c'est important de sentir que la carcasse sous l'habit lumineux et hyper bien coupé. Enfin, comme bien dans sûr. De la haute couture. C'est-à-dire que travailler à la fois l'élégance, le minimalisme, c'est beaucoup plus compliqué quand la coupe est mauvaise. Bien sûr. Alors cet ange gardien du boulevard Saint-Germain. Donc c'est Pierre Waluzanski. Comment vous l'avez rencontré d'abord ? Alors ça, c'est encore une autre jolie histoire. Mais pardon, Renaud Vernier, c'était pas du tout un miracle.
C'était l'ange gardien, comment s'appelle-t-il, de l'école Estienne? Claude Ribal. C'est Claude Ribal. Oui. C'est pas un miracle, c'est Claude Ribal qui s'est acharné jusqu'à vous trouver une place d'élève auprès de lui. Oui, et puis c'est Renaud qui a accepté aussi, mais c'était pas gagné parce que Renaud, il aurait pu, on pourrait tout à fait imaginer que après avoir eu une élève, on n'ait pas envie d'en avoir une autre. Non, mais en fait, oui, je pense que ma chance là-dedans, c'est qu'il avait du chagrin. Et d'ailleurs, il dit aujourd'hui, mon élève de maître d'art, c'est toi. D'accord. Puisque l'autre, elle travaille plus, tu es ma seule, tu es mon unique élève. Vous parlez encore? Mais oui, j'ai encore eu au téléphone ce midi. C'est un homme adorable et puis il est ultra précieux. C'est-à-dire dès que, et on en a très souvent, j'ai des problèmes, des soucis techniques, des inquiétudes, un doute. Je l'appelle, on réfléchit et puis on rigole et je me réjouis de le voir au Grand Palais dans 2 semaines. Pour Révélation? Non, pour le salon du livre ancien. Ouais. Ah mais c'est très bien ça, on va venir vous voir au salon du livre ancien. Ah oui, il faut venir. Ouais. Alors, ange gardien numéro 2 ou numéro 3 numéro 3 ou 4. Donc, quand j'étais étudiante à l'école Estienne, pour le diplôme, il y avait un partenariat entre l'école et une librairie du boulevard Saint-Germain qui nous permettait de travailler sur un beau livre. C'est-à-dire que l'école achetait un beau livre, une édition originale sur un papier chouette, d'un auteur contemporain avec un illustrateur. Voilà, et c'est des livres qui peuvent coûter 100, 150, 200, 300 euros. On avait, je pense, un budget de 150, 200 euros maximum, sachant qu'il y a quand même 12 étudiants, donc c'est un peu un budget important. Ça faisait vraiment la différence parce que quand on a 20 ans et qu'on travaille sur un livre de ce prix-là, ça met un peu la pression. Et moi, j'ai été du coup assez rapidement convaincue que la qualité du travail qu'on fournit, elle est aussi fonction de la qualité des objets sur lesquels on travaille. Okay. Et du coup, quand je me suis retrouvée à la Cambre à préparer mon diplôme de fin d'études, et où les conditions n'étaient pas du tout les mêmes, puisqu'on devait fournir nous-mêmes tous les matériaux, tous les cuirs, tous les papiers, tous les cartons, et c'était un sacré budget. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'école Estienne, c'est une école exceptionnelle, parce que même quand on vient d'une famille qui n'a pas de sous, on peut se permettre de faire ces études-là. C'est votre cas ? Non, je pense que j'ai de la chance, parce que je suis vraiment classe moyenne, je suis fille de prof. Enfin, voilà, les fins de mois n'ont jamais été particulièrement difficiles, même en vivant à Paris, on se débrouillait, et même si on partait pas en vacances, ça allait. Mais je sais qu'il y avait des filles dans ma classe à l'école Estienne qui venaient parfois de loin, qui logeaient dans les logements du Crous et tout, et elles pouvaient faire des livres aussi beaux que les nôtres, parce que les cuirs, les papiers, les cartons, les outils, tout était fourni par l'école. La Cambre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, pour le coup, j'ai commencé à travailler comme serveuse à mi-temps, ce que j'ai fait quand même pendant 5-6 ans. Du coup, quand j'étais en préparation de mon diplôme de fin d'études, tout de suite, je me suis dit, bon, si j'ai envie vraiment de casser la baraque et de faire un truc qui porte, qui marque, qui soit vraiment la fin de mes études, c'est important que je travaille sur des beaux livres. On en avait discuté avec ma maman et on s'était dit, ok, on casse la tirelire et on va mettre 500-600 euros, on va acheter 3-4 livres jolis. Et je m'étais dit, je vais aller dans cette librairie, la librairie Nicaise, dans laquelle on avait un partenariat avec l'école Estienne et où j'avais déjà passé quelques dizaines d'heures avec mes camarades de classe, avec le vendeur qui y était et tout. Et donc, à l'été 2007, je prends mes petits pieds et je pousse la porte de la librairie Nicaise pour acheter des livres, truc de fou. Et là, je tombe pas du tout sur le vendeur que je connaissais. Je tombe sur le nouveau gérant de la librairie, qui est un très jeune homme, qui a 1 an ou 2 de plus que moi, à tout casser, qui est très sérieux, qui est un ancien étudiant de l'école Estienne, lui aussi, mais en gravure, qui s'est retrouvé donc à gérer cette librairie. Et on a passé plus de 4 heures à discuter, où il m'a cuisiné en me disant « Ouais, mais la reliure, vieux métier, mais la reliure, trop cher. » Je lui dis « Mais oui, mais bien. » Donc on a vraiment beaucoup discuté en s'engueulant un peu aussi assez longtemps. Et en fait, au sortir de cette conversation, je suis pas repartie avec des livres achetés. Il m'a dit « Écoute, reviens avec des livres finis. » Mais je pense qu'on va travailler ensemble. Donc en fait, j'ai appelé le directeur adjoint de la Cambre. Je me suis débrouillée pour pouvoir venir à la toute fin de l'été, au moment des examens d'entrée, pour finir les reliures que j'avais en cours de l'année précédente. Et au mois de septembre, je suis revenue à la librairie Nicaise avec mes reliures sous le bras.
Et non seulement j'ai pas acheté de livres, mais en fait, il m'a passé mes premières commandes. Alors pour un prix dérisoire qui était le prix des matériaux, mais malgré tout, c'était 5 livres sur lesquels du coup moi j'avais rien à payer, qui étaient de très beaux livres, des papiers népalais, des dessins directs de Cap de Ville, enfin voilà, des gravures du bac, enfin des trucs somptueux, quoi, vraiment somptueux. Et du coup, ces 5 livres-là, ça a été mes 5 livres de diplôme. J'ai travaillé dessus toute l'année, et quand je les lui ai rapportés au mois de juin l'année suivante, il était absolument ravi et il a continué de me confier du travail. Alors de manière ponctuelle, pas suffisamment pour pouvoir en vivre, mais assez pour me faire la main, pour du coup avoir une vitrine dans sa librairie où il montrait mon travail de manière régulière à ses clients. Et dès le départ, il a dit un jour, quand on aura assez de livres, on va organiser une exposition de tes reliures. Et ça, c'est arrivé donc en 2013, je crois. Voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment lancée dans le milieu, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait jouer le carnet d'adresses. L'exposition a duré plus de 2 mois. Énormément de collectionneurs et de confrères libraires sont venus. Et en fait, c'est à cette occasion-là qu'il y a eu un autre ange gardien. Mais dis donc, quelle équipe! On fait rien tout seul, Bien en sûr. fait. On fait rien tout seul. Surtout dans des métiers comme ça, on a besoin d'aide. Et moi, je fais souvent le parallèle avec les galeristes et les peintres. C'est-à-dire, il a été mon galeriste, en fait, Pierre Waluzinski. Et au moment du vernissage de l'exposition, est venu Michel Scognamillo, qui était le gestionnaire de collection de Pierre Berger. D'accord. Et en fait, il a acheté 2 reliures pour la collection de Pierre Berger. Et quelques années après, Michel Scognamillo a pris le risque, au moment où Pierre Berger commençait à réfléchir à vendre sa collection, sa bibliothèque, et donc faisait un peu le tri entre qu'est-ce qui était digne de la bibliothèque vraiment, et puis qu'est-ce qui ne l'était pas. Ils sont tombés sur 2 livres qui étaient des exemplaires exceptionnels, mais avec des reliures moches, en fait, techniquement correctes, mais moches, pas vendables, quoi. Et c'est Michel Scognamillo qui a dit, mais est-ce qu'on confierait pas les reliures à faire à la petite là Vous avez acheté ça, c'était pas mal et tout. Et ça a été exceptionnel parce que Pierre Berger, alors que c'était un immense bibliophile, il n'aimait pas la reliure. Et d'ailleurs, il n'a jamais commandé de reliure de son vivant. C'est-à-dire, il avait des reliures dans sa bibliothèque parce qu'il avait acheté des livres qui avaient déjà été reliés. Mais il n'était pas sensible lui-même. Oui, et il n'en avait jamais commandé. Je suis la seule et unique personne à qui il ait commandé des reliures. Il y en a eu combien comme ça En tout, il y en a eu 4. Ouais, c'est beau. Vous avez installé votre atelier. C'est celui dans lequel on est aujourd'hui ? Pas du tout, non. Au sortir de l'école, j'ai installé mon atelier dans mon petit appartement au rez-de-chaussée à Bruxelles, pas très loin de la place Flaget. Il y avait quoi comme machine ? Juste une presse ? Alors j'ai acheté la presse à percussion. Celle que je vois ici, qui fait quand même, je sais pas, 80 cm par 80 cm de diamètre, qui fait 2,20 m de haut. Qui pèse 1 tonne au mètre carré. Une tonne. Que j'ai déjà déménagé 3 fois. Donc là, elle était dans l'appartement. Ouais. Oh là là. Mais à Bruxelles, on a des caves en voussure, en fait, au niveau des rez-de-chaussée. Donc, si c'est près d'un mur porteur, ça va, ça craint pas grand-chose. Donc d'abord, c'était à la maison. Et en fait, j'avais transformé ma chambre en mon atelier. J'ai mis mon lit en mezzanine et en fait, je dormais dans mon atelier où je travaillais dans ma chambre. Enfin, c'était comme ça. Et ça, c'était possible aussi parce que j'étais à Bruxelles. C'est-à-dire que du coup, je pouvais avoir un petit appartement qui me permettait d'installer mon atelier dedans. En rentrant à Paris, ça aurait pas été possible. Pas pour ce prix-là, pas pour 400 € par mois, c'était pas possible. Et donc ça m'a permis comme ça de travailler. J'avais vraiment juste une planche, 2 tréteaux, une lampe. Et d'ailleurs, je faisais pas mal d'allers-retours à la Cambre pour utiliser l'étau et la cisaille, qui sont les 2 autres machines dont on a vraiment besoin. L'étau, on en a besoin de manière très ponctuelle, vraiment juste pour l'endossure, c'est-à-dire faire l'arrondi du livre et créer le petit décrochement qui permet de mettre les cartons
à l'intérieur du volume. D'accord. C'est très ponctuel, mais c'est absolument essentiel. Et la cisaille, c'est comme une grande paire de ciseaux avec un couteau qui est fixé sur un plateau sur lequel il y a des guides, comme des équerres, et un couteau qui est mobile, en fait. D'accord. Et c'est pas comme un massicot qui permet de couper tout un bloc d'un coup. Là, on va couper un cahier de livres, donc une dizaine, une quinzaine de feuilles ou une feuille de carton. Et on a besoin qu'elle soit très affûtée et très précise. Et toutes ces machines-là, elles sont absolument essentielles. Je les ai achetées au fur et à mesure. Ça coûte combien de monter un atelier de reliure ? Vous, votre atelier avec les machines que je vois là, il y en a 3, 4, 5 ? Bah là, c'est du délire. Enfin, moi, je commence à être très, très bien équipée parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça et que c'est un atelier qui tourne. Au départ, ma presse à percussion, je l'ai eu pour pas cher du tout parce que c'est un monstre et que personne n'en voulait et que c'est une horreur à déménager et à monter, je vous parle même pas. Donc, je l'ai payé 500 €, ce qui est vraiment une misère. J'avais acheté d'abord une petite cisaille dans un couvent de Brigitine à Bruges. Je me souviens. Comment vous l'avez trouvé sur le Bon Coin ? Ouais, des trucs comme ça, des annonces ou via d'autres artisans, on dit je cherche, et puis eux ils regardent, ils vérifient les réseaux et tout. Donc ma première cisaille, j'ai dû pareil l'acheter 500 €. Et en fait, c'est mon étau qui m'a coûté très très cher, que j'ai acheté 1500 €, qui est toujours mon étau maintenant. Et ça, pour ça, j'avais emprunté des sous à mes grands-parents. Ah oui. Et puis petit à petit, en fait, quand ça tourne, on achète par petits morceaux, quoi, vraiment par petits morceaux. Ouais. Et en chiffre d'affaires aujourd'hui, vous pouvez dire à combien vous en êtes ? Alors en chiffre d'affaires, en fait c'est compliqué parce que je suis indépendante que depuis le 1er janvier de cette année 2019. Avant ça, je fonctionnais avec une facturation via une coopérative d'artistes. D'accord. Donc je suis pas... Vous savez juste que vous gagnez votre vie ? Oui, en fait, grosso modo, je pourrais dire, c'est à la louche. J'ai peut-être un chiffre d'affaires, je facture peut-être 40 000 € par an, mais en termes de salaire, je suis aux alentours de 1005. Parce que c'est une activité, alors bon, c'est pas non plus... c'est pas comme les luthiers, je pense, où là c'est du délire, mais c'est une activité qui coûte de l'argent. C'est-à-dire que les matériaux, la sous-traitance du titrage ou de la dorure sur tranche, la location des espaces de travail. Moi, je travaille avec Paris. Mes clients sont à Paris, même si je suis installée en Belgique. Donc, je fais beaucoup d'allers-retours en train. Voilà. Tout ça, ça coûte très cher. Ouais. Donc, c'est difficile d'en vivre. Ça a été super difficile. Ça a été une gageure. Ça a été épique, en fait, vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé... Je me souviens que, grosso modo, jusqu'à l'organisation de l'exposition à la librairie Nicaise en 2013, donc pendant 5 ans, même en continuant de travailler pendant plusieurs années comme serveuse à mi-temps, une fois que j'avais payé mon loyer... Et ma facture d'électricité, il me restait 100 à 150 € par mois pour vivre. Ouais, c'est dur. Donc, c'était pas facile. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit... Ouais, peut-être que en fait, quand même, ça va pas marcher. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un autre métier, genre de la gainerie, ou voilà. Et puis, il y a eu cette exposition, et puis là, j'ai pu commencer à gagner ma vie. C'était pas fantastique, c'était pas mirobolant, mais c'était faisable. Et puis, petit à petit, ça a été de mieux en mieux. Ce qui a vraiment fait la différence, en fait, c'est en 2014, quand j'ai fait les reliures pour Pierre Berger. J'étais à un point où c'était vraiment... Il y a eu des moments dans ma vie où si je facturais à l'heure ce que je faisais, je sais pas, je devais être à 3 €, quoi. Enfin, et là, je me suis dit, je travaille pour un monsieur qui a les moyens, il vient me chercher moi pour mon savoir-faire et mon travail. Je vais me faire payer un tarif normal. C'est moins cher qu'un architecte, qu'un comptable, que n'importe quoi, mais juste un truc qui me permette de vivre, quoi. Tout le monde a trouvé que c'était très bien. Je me suis dit, je vais continuer, en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à gagner ma vie correctement. Parce que vous avez mieux fixé vos prix. Voilà. Mais c'est vrai que c'était difficile au départ parce que... Alors, je pense pas que ça a été comme ça pour toutes les générations. Je pense que c'est vraiment propre à ma génération. Certainement, moi, j'en suis assez convaincue. Parce que dans les écoles, on est des filles. Et il y a quelque chose vraiment comme ça où, quand il y a une paupérisation d'un métier... et aussi des métiers d'art. Les étudiants dans les écoles et les professionnels sont de plus en plus majoritairement féminins, alors que ça a été un métier d'homme vraiment pendant des années. C'est intéressant. D'avoir la chance déjà de pouvoir pratiquer ce métier au sortir de l'école, c'est-à-dire d'avoir des clients qui nous confient du travail, en pinaillant à mort sur les tarifs. Oui, mais on est content parce qu'au moins on a la chance de travailler. Et donc,
d'avoir la chance de travailler, de pratiquer ce métier passion. En plus mais d'aimer d'en ça. vivre. Ouais. Mais Faut quand même pas exagérer. ouais, c'est obscène, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça a été un chemin difficile en fait. Enfin, de toute façon, je pense que ça se serait pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça me semble évident qu'au sortir de l'école, jamais j'aurais pu pratiquer des tarifs en 2008 comme je le faisais en 2013. Parce qu'il y a une question de savoir-faire et tout. Et puis aussi, c'était une manière, alors que c'était un métier dans lequel finalement il n'y avait pas beaucoup de travail, il n'y avait pas beaucoup de clients. Et puis les clients, ils sont frileux parce qu'ils aiment leurs livres et que la relure, si c'est raté, ça peut être vraiment un massacre. Bien sûr. Du coup, c'était une manière d'appâter le chaland, de dire je suis comprends. pas chère, vous prenez pas trop de risques. Au pire, vous vous repayez une autre relure dessus et puis ça vous aura pas coûté trop cher, quoi. Ouais, je comprends. Donc, Ça, maintenant, c'est fini. Ça, c'est fini. Ouais. Donc ça y est, vous êtes confiante, vous n'allez pas devenir gaineuse. Ah non, mais là, c'est terminé. Ça, c'est bon, là. Non, et puis en plus, d'avoir été l'élève de Renaud Vernier. Vous avez une responsabilité. Ouais, exactement. Bien sûr. J'ai pensé à ça tout de suite. En fait, quand je suis repartie de la première semaine chez lui en 2015, j'étais comme Zébulon sorti de sa boîte. J'étais montée sur ressort. Je me souviens que ma mère, elle avait halluciné. Vraiment, moi, je rêve pas d'enseigner. C'est tellement difficile, c'est tellement ingrat, c'est compliqué. C'est un investissement, si on veut le faire bien, d'intelligence, d'explication, de suivi, d'accompagnement aussi humain des élèves. Parce que quand on pratique des métiers qui sont très difficiles, ça demande beaucoup de confiance en soi, en fait, pour pouvoir avancer. Je me suis dit, mais en fait, je sais déjà que ce sera de ma responsabilité de transmettre ce savoir-faire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, même si j'ai un peu du chagrin de voir ce que sont en train de devenir les écoles, donc à la fois l'école Estienne à Paris avec la réforme du diplôme des métiers d'art. Redisons-le un peu, pourquoi c'est un problème et pourquoi ça vous fait peur ? Alors déjà, mes professeurs à moi, qui ont été étudiants à l'école Estienne, comme Renaud aussi, ils ont eu 4 à 5 ans d'études au sein de l'école. Ma génération à moi, on n'en a eu que 2. Et même dans les gens qui étaient mes camarades de classe une année au-dessus ou une année en dessous, qui sont absolument passionnés et qui ont continué par après, il a fallu continuer de se former à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la formation qui est de la responsabilité des professionnels. Mais aujourd'hui, alors que moi j'ai eu, si je dis pas de bêtises, une 20aine d'heures d'atelier par semaine sur 2 ans, ce qui est quand même pas énorme. Avec la réforme telle qu'elle est en train de passer, donc les DNMAD, qui est un acronyme qui, je ne sais pas à quoi il correspond parce que je suis un peu sortie du truc, mais j'en discute régulièrement avec mes professeurs, ils se retrouvent dans une situation où en fait les élèves vont fonctionner comme des électrons libres entre les différents ateliers de l'école, c'est-à-dire ils vont faire à l'école Estienne, qui est l'école des arts et métiers du livre, un peu de relure, un peu de typo, un peu de lithographie, un peu de gravure. Donc c'est une formation qui est de l'ordre de l'initiation. En fait, ce qu'ils fabriquent, c'est des designers, c'est-à-dire des gens qui vont être capables, parce qu'ils ont un peu tripatouillé les différents métiers d'art, de dire ok, en fait, pour faire un beau livre, c'est bien d'avoir des eaux fortes. Alors l'eau forte, ça se fait un peu comme ça. C'est bien de faire de la typo plomb. Alors ouais, c'est vrai qu'il faut penser à comment est-ce qu'on plie le papier, à faire un petit chemin de fer et tout. Puis la relure, c'est vrai que c'est bien de la prévoir en amont, mais en fait, ils ne savent rien faire. Et au sortir de ça, cette formation qui était déjà une formation qui avait du mal à tenir le niveau d'excellence qui a été fixé ces 30 dernières années par les grands maîtres qui étaient sortis de l'école, et en fait, elle est moribonde. Elle est plus haut niveau. Ouais. Et du coup, c'est ce que vous disiez, c'est la responsabilité qui incombe aux professionnels ensuite de remettre au niveau les élèves qui leur arrivent. Mais les professionnels, tout le monde n'a pas forcément un niveau d'exigence hyper élevé. C'est normal parce qu'il faut gagner sa croûte et que moi, j'ai énormément de respect pour mes confrères et mes consoeurs qui font de la série, justement, qui vont faire de l'emboîtage, faire du boitage, faire de la dorure à chaud, même pour de la papeterie de luxe, en fait, parce que c'est très compliqué et très difficile. Mais ma came, à moi, mon credo, c'est la reliure de création, la reliure d'art, le plus haut degré de technicité. Il faut beaucoup d'appelés pour peu d'élus, il faut des années de pratique. Il faut un panel d'élèves qui soit suffisamment important pour en avoir 1, 2 ou 3 qui auront à la fois la niaque nécessaire, le talent et la chance de pouvoir le pratiquer. Et en l'état actuel des choses,
C'est mal barré, vraiment. Alors moi, je me dis, bon, j'essaye de pas être l'oiseau de mauvais augure et puis de pas être décliniste non plus et passéiste, parce que c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas forcément du travail pour tout le monde, et donc c'est bien de pas produire des dizaines et des dizaines d'élèves qui vont sortir d'une école en sachant pas quoi faire. Mais je me dis aussi, tant que ma génération on est vivant, le métier est vivant. Mais c'est notre responsabilité de le transmettre un jour. Donc du coup, c'est quoi l'idée ? On fait une école ? C'est vrai qu'on aurait besoin d'une école. On aurait besoin d'une école. Privée. Oui, mais c'est ça qui, moi, me contrarie, c'est que déjà l'école estienne, c'est-à-dire que d'avoir des parents qui peuvent continuer de nous donner le gîte et le couvert pendant 2 ans sans qu'on ait besoin de travailler, bah en fait, c'est pas pour tout le monde. Si en plus il faut payer un Minerval à l'entrée, payer ses matériaux et tout, ça veut dire que moi, j'aurais pas pu faire cette école-là. Ouais, je comprends. Donc, et ça me contrarie vachement. Non, il faut une école avec des bourses. Ouais, il faudrait que le ministère de la Culture se réveille et arrête de dire que les métiers d'art, c'est beau en les laissant sous cloche, en fait, et en les laissant mourir. Et je me souviens que le premier podcast de la série que j'ai écouté, celui avec Steven Le Prisé, ça m'a retourné. C'est-à-dire que on se retrouve... Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas mon cas. Moi, dès le départ, j'ai signé mon travail. Et je signe mon travail et j'ai une valeur ajoutée par mon nom sur mon travail. J'ai une cote. Mais de l'entendre, lui, dire qu'il travaille pour les grandes maisons et qu'il peut pas communiquer dessus, qu'il peut pas signer, ça me rend dingue, en fait. Ouais. Ça me rend dingue. Je trouve ça tellement injuste. C'est merveilleux que la France soit un pays de designers et tout, mais de la même manière pour les grands artistes contemporains qui embossent, moulent, polissent les formes métalliques pour un tel ou un tel, qui réalise les moules, qui fait le travail, qui sait faire le travail. Pourquoi on n'a pas les noms de ces gens-là ? Voilà. Ouais, mais ça, c'est vraiment... Ouais, c'est un combat du Craft Project et c'est bien parce que vous le dites tous et voilà, il faut qu'on porte ce message-là. Ça me semble très important et je sais que moi j'ai énormément de chance. C'est une chance que j'ai provoquée, que j'ai entretenue, que j'ai été chercher avec les dents. C'est joli, hein, c'est le conte de fées de Un jour je ferai de la reliure et Claude Ribal et Renaud Vernier. Ouais, non, on sent, c'est des années de boulot, de 12 heures par jour, 7 jours par semaine, et ça dit rien, des douleurs articulaires, des moments de découragement et tout. Mais arriver où je suis aujourd'hui, alors que même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que ce serait possible. Je me dis, c'est de ma responsabilité aussi. C'est-à-dire, à la fois, je suis dépositaire de ce savoir-faire et il faudra que je le transmette, mais j'ai une voix et que vous soyez là aujourd'hui, ça a un côté un peu magique. Quand je vois les gens qui sont interviewés pour ce podcast, je suis hyper émue et touchée de faire partie de ce groupe-là. Et je me dis, mais vas-y, mais saisis l'occasion, dis-le que ça va pas, que ça fonctionne pas, que ça peut pas durer. Mais c'est ce qu'on est en train de faire et vous avez vraiment votre place à côté de toutes ces autres voix. Et on peut parler aussi d'Instagram parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Alors ça, c'est un peu magique. Ça doit être en 2016 ou en 2017. Michel Scognamiot, le gestionnaire de collection de Pierre Berger, en lien avec Philippe Luigi, qui est un autre libraire qui me fait travailler lui aussi depuis 2008 de mannequin, de mes anges gardiens aussi, ont décidé de s'associer pour organiser une exposition de mes reliures chez Sotheby's à la Galerie Charpentier. Et c'était très très court, c'était 4 jours, mais on a exposé 47 reliures et c'était magique, c'était fou. Et c'est mon amie Éléonore, qui est extrêmement intelligente, qui a fait de très très grandes études, qui est une femme absolument brillante, qui m'a dit: ma louloute, il faut que tu sois sur les réseaux parce que si t'es pas sur les réseaux, tu n'existes pas. Elle me dit, il faut que tu fasses un compte Facebook. Je dis, ah non, je veux pas faire un compte Facebook. Elle me dit, bah Instagram, alors c'est bien parce que tu mets des photos, t'es pas obligé de mettre du texte. Je dis, bon, d'accord. Elle me dit, pour l'expo, c'est hyper important, il faut que tu te fasses un compte Instagram. Donc l'expo était en février, j'ai ouvert mon compte Instagram au mois de décembre. Je me souviens que j'ai exprès acheté un smartphone pour pouvoir faire les photos avec, parce que sinon j'avais juste un petit appareil numérique et ça me semblait compliqué de prendre les photos, les mettre sur mon ordinateur. Ça n'a pas été possible. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais vous êtes prise au jeu, hein. Mais en fait, alors que je suis un ours, je travaille toute seule dans mon atelier. Je vois parfois personne de toute la journée. Et d'ailleurs, en général, souvent, la première personne à laquelle je parle, c'est mon homme quand je rentre à la maison le soir. C'est dire. Je suis enfermée avec ma radio, mes outils, mes livres. Et ben, j'ai découvert que
aux quatre coins de la planète, il y a des gens que la reliure, ça passionne, qui font à des niveaux divers et variés, que ce soit en Amérique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Afrique du Sud, en Australie. Et du coup, je me suis retrouvée au milieu de cette communauté et j'ai trouvé ça magique. C'est magique. Et alors, il y a ce côté-là, il y a le fait aussi que j'ai vu, et je vais avoir l'air pas modeste du tout, mais que des fois, le savoir-faire n'était pas à un niveau très important et que du coup, c'était peut-être bien de montrer quelque chose d'ultra contemporain, parce que les reliures anciennes, elles peuvent être très très belles techniquement, et d'ailleurs, moi je suis loin d'être capable de produire des choses techniquement aussi belles que les reliures anciennes, où tous les ateliers étaient fragmentés, il y avait des dizaines de personnes différentes qui travaillaient. Voilà, c'est ça. Moi je fais pas tout toute seule, mais je fais beaucoup de choses toute seule quand même. Mais de dire, ok, en fait, il y a vraiment moyen quand même d'essayer de faire des choses les mieux finies possibles. Et d'un autre côté aussi, je suis suivie par des gens des métiers du livre, mais qui ne sont pas des relieurs ni professionnels ni amateurs, des gens qui sont des libraires, des experts de salle des ventes, que je connais de près ou de loin. Et là-dessus, moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'éducation des masses, de dire, vous êtes confrontés à des reliures modernes, contemporaines ou anciennes en permanence, voilà comment c'est fait. Voilà ce que ça implique comme travail. C'est exactement ça. Et il apprend à regarder votre compte Instagram. Ah ben ça me fait super plaisir. Ah mais moi, c'est pour ça que j'ai traversé la France, là que je suis venue jusqu'en Belgique, jusqu'à Bruxelles pour vous parler. Ah, ça me fait trop plaisir. Non mais c'est vrai, c'est parce qu'il transmet ça à votre compte Instagram. Moi, je connaissais pas la reliure et je me suis passionnée sur le sujet par vous, par votre travail, parce que vous filmez toutes les étapes, parce qu'on va aux mains, parce que vous racontez. Et puis évidemment, il y a des livres mythiques qui passent entre vos mains. Des choses mythiques sur lesquelles j'ai pu travailler. À part l'histoire de l'œil avec la couverture pornographique qu'on vient de voir tout à l'heure. Oui, mais qui n'est pas fini en plus. Donc, de Georges Bataille. Fini, et on pourra le voir au salon du Non, mais il y en a un mythique. Qu'est-ce que j'ai vu? Une couverture bleue. Bleu, ouais, il y a souvent du bleu. Ah, alors oui, d'absolument exceptionnel qu'on peut voir sur mon compte Instagram, il y a, et alors ça, quand ça arrive, c'est encore le must, c'est-à-dire que des fois on travaille sur des livres, et des fois on travaille sur des manuscrits. Et j'ai travaillé sur 3 pages manuscrites de Miro, qui explique son travail sur les triptyques mythiques. En plus, je pense que l'exposition au Grand Palais vient de se finir. Tout à fait. Et donc le grand triptyque bleu. Et donc j'ai fait une grande reliure bleue pour ranger cette lettre dedans en retravaillant à partir des graphies de Miro. Et ça, c'est un grand plaisir. Et c'est le genre de liberté qui m'a été permise aussi par la technicité, c'est-à-dire d'être à l'aise dans sa technique. Et ben en fait, après, on s'autorise tout. Au niveau du décor, parfois, je peux travailler vraiment dans la tradition de l'art décoratif, avec des codes qui me sont très propres, c'est-à-dire que je travaille beaucoup les matières, les dégradés de couleurs, les textures. Mais des fois, on a des livres qui se prêtent vraiment au décor de manière plus narrative. Et donc, typiquement, voilà, quand je travaille sur des livres d'artistes ou des livres qui peuvent être en lien avec le travail d'un artiste, voilà, Miro, j'aime bien me dire qu'est-ce que je ferais pour me mettre au service de Miro et comment réutiliser ses codes à lui. Mais justement, vous arrivez à vous connecter avec les livres. Il y a une inspiration qui vient du texte. Est-ce que vous relisez les livres avant de les relier? Alors, c'est très variable. Quand j'avais pas beaucoup de commandes et que j'avais beaucoup de temps, je lisais tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, même si je sors une 40aine de livres par an. J'ai pas le temps de tout lire, c'est pas possible. Donc, si c'est pas trop long ou si c'est un livre que j'avais très envie de lire déjà avant et que c'est un grand classique, je vais le lire en entier. De manière systématique, en fait, je les achète en poche et je les parcours, même en diagonale. Ça, c'est la chance aussi d'avoir fait un petit bout d'études littéraires au lycée, c'est d'être capable de lire en diagonale, de chercher des sources, chercher les annales, par exemple, si c'est des textes qui sont tombés au programme. Et puis après, l'inspiration, elle se fait de manière très variable. Des fois, il y a des clients, ils ont vu une reliure et ils veulent quelque chose dans l'esprit d'eux. D'accord. Par exemple, je me souviens d'avoir fait une reliure sur la correspondance de René Char et José Corti et le manuscrit de cette correspondance. Et en fait, j'avais vu l'exposition Vuillard à Orsay et à la fin de l'expo, il y avait le mimosa. Et je me suis dit, c'est ça, je vais faire un mimosa. Et donc, j'ai fait une reliure mimosa qui est celle qui est reproduite derrière. C'est
truc qu'il y avait chez Sotheby's que j'ai récupéré. Et il y a un client qui a vu cette reliure avec des touches de vert et de jaune et qui m'a dit, pour Querelle de Brest, le manuscrit aussi, m'a dit, je voudrais la même chose, mais sur fond blanc avec des touches de rouge. Et c'est vrai que ça s'y prêtait très bien entre le pompon du marin, puisque Querelle est un marin, le fait que c'est extrêmement violent, c'est semi-pornographique, il y a des histoires d'assassinat et tout, et ben en fait ça s'y prêtait très bien. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et puis des fois, je vais vraiment partir dans des choses qui sont de l'ordre du dessin. Par exemple, la reliure que j'ai faite sur le maître de Ballantrae de Stevenson, pour moi c'était évident qu'il fallait qu'on voit la forêt des Adirondacks à la fin du roman, dans laquelle tout se termine et tout se noue. Et donc du coup, dans ces cas-là, pour ce cas précis, j'ai été chercher une photo de la forêt des Adirondacks et puis je travaillais à la table lumineuse. Pour la retranscrire. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est très variable en fait. Mais c'est vrai qu'un des grands bonheurs de ce métier, c'est d'être au service d'un ouvrage en fait. Et du coup de jamais manquer d'inspiration. Bien sûr. Et même si, et ça arrive, des fois c'est un livre qui vous inspire pas trop, qui vous fait pas trop vibrer, il y a toujours une porte arrière, un artiste qui était copain avec l'auteur, quelque chose qui va servir de point de départ. Et puis après, en fait, ce qui est important, c'est l'histoire qu'on se raconte à soi, en espérant qu'elle ait du sens aussi pour le commanditaire. Ouais. Alors Louise, qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique spécialisée dans les métiers d'art ? Ah là là, faire quelque chose pour les métiers d'art. Non, pour vous. Ah, pour moi. Parce que vous me répondez tous ça, parce que vous êtes tous tellement collectifs et généreux, mais moi je veux vous aider, vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi ? Faire en sorte peut-être que la ville de Bruxelles mette en place un programme d'ateliers de soutien aux métiers d'art, parce qu'il y a des choses pour les artistes, il y a des choses pour les jeunes entreprises, mais quand on est artisan d'art, il n'y a rien. Et donc, d'avoir quelque chose qui ressemblerait peut-être aux ateliers de la ville de Paris. Ici, à Bruxelles, ça serait pas mal. Ouais, ça vous aiderait pour soulager les coûts fixes, c'est ça ? Oui, ça ferait une différence. Et puis, ça permettrait aussi de se dire, parce que ici, je suis très bien installée, j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé cet atelier, et puis j'ai la chance d'avoir le travail qui fait que je peux le soutenir. Mais j'ai un bail d'1 an. C'est précaire. C'est hyper précaire. Et donc de savoir que je pourrais déménager une dernière fois mon volume de Barda et ma presse à percussion d'1 tonne et ses petites copines pour un endroit où je pourrais, si je le souhaite. Il est comment l'atelier idéal ? Il est où ? Il est dans une arrière-cour ? Alors idéalement, il est dans un endroit où il n'y a pas de passage. Ouais. Il est lumineux exposé au nord, parce que ça fait une lumière constante toute la journée. Il est bien isolé et bien chauffé parce que la reliure, c'est les cuirs, les papiers, les cartons, et ça supporte pas l'humidité. On a besoin de faire sécher ce sur quoi on travaille. Voilà, après, et si on est à Bruxelles, il est dans quel quartier ? Parce que la baguette magique est efficace. Hein. Ah ça, peu importe. Accessible en transport en commun, ça me va. Ouais. Pour ça, je suis pas trop difficile. Merci Louise Bescon. Merci Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Je sais plus c'est quoi son nom, le décorateur Jouffre. Ah oui, Charles Jouffre, voilà. Tapissier, ouais.
Le bonus de ce podcast dans lequel vous parlez de créer une école et tout, en fait, moi, j'ai des clients pour lesquels je travaille qui sont à fond sur un truc comme ça, qui se posent vraiment la question parce qu'on a ce souci-là aussi au niveau de la reliure. Et je me dis, il faut absolument que tu les rencontres et que tu discutes de ça avec eux, quoi. Mais avec plaisir, parce qu'en fait, cette idée d'école, elle est en train de prendre de l'ampleur parce qu'on s'est rendu compte avec tous les artisans qui nous écoutent et puis qui nous écrivent, puis même pas que les artisans, enfin tout le monde, c'est que c'est un sujet important de créer cette école d'élite des métiers d'art qui soit reconnue, valorisée, que les parents aient envie d'y envoyer leurs enfants, que les enfants trouvent de boulot en sortant. Et en fait, on a des idées assez concrètes. Carrément, on a décidé de créer une association, The Craft Project, avec un board d'artisans d'art qui va réfléchir à des sujets comme cela. Et ensuite, on va les écrire et les porter et essayer de trouver des gens qui s'intéressent et qui veulent nous accompagner pour qu'ils prennent vie. Mais en fait, comment dire, une énergie collective qui est en train de naître avec le podcast et qui me réjouit. D'autant qu'en fait, moi j'ai l'impression que les métiers d'art ils sont très vivants, que quand on entend les artisans que tu interviews, mais qu'on voit aussi c'est quoi la vie des métiers d'art justement portés par les maisons de luxe, ou dans mon cas c'est pas mon cas, mais il n'empêche que le secteur est quand même très vivant. Il y a beaucoup de jeunes gens qui travaillent, il y a des clients, etc. Il y a un marché, il y a de l'argent, il y a mais les écoles sont en train de se casser la gueule. Et c'est absolument dramatique. J'imagine que... j'étais assez contente d'entendre le professeur de Boulle, parce que c'était un des trucs dont je me disais que j'avais envie d'en parler, c'est la réforme des DMA, là, c'est catastrophique. Complètement.